Alors, il me fait plaisir de céder tout de suite la parole au ministre Jean-François Alberge, ministre responsable de la laïcité. Merci. Monsieur le ministre. Bonjour tout le monde. Il faut répondre. Bonjour. C'est ça. Je suis un enseignant à la base, hein? Et j'ai eu le plaisir de ne pas enseigner pendant la pandémie. Donc, j'aime bien les interactions avec les gens qui sont devant moi. On est, le terme en présentiel, moi j'ai le goût de dire on est entre humains. Donc, regardons-nous droit dans les yeux parce qu'on fait ça pour le monde, avec le monde. Merci au mouvement laïque québécois pour l'invitation. Merci beaucoup, je l'apprécie. Je tiens évidemment à remercier puis à saluer toutes les personnalités présentes. Elles sont très, très nombreuses, mais beaucoup de personnes présentes, vibrantes, présentes, même en virtuel, mais tellement, tellement extraordinaire, M. Rocher. Des personnes au parcours remarquable à plusieurs égards, mais particulièrement, évidemment, dans la réflexion collective sur la laïcité. Donc, évidemment, M. Guy Rocher, qui a été merveilleusement bien présenté préalablement, qui a laissé un legs immense et qui continue d'être tellement, tellement pertinent. Il a 99 ans, bientôt ça. J'en ai 49. Donc, j'espère un jour être 2 fois plus sage, puisqu'il a plus de 2 fois mon âge. Je me dis, je peux continuer de me construire encore en regardant ce monument. Toujours d'une grande générosité. Je me souviens, alors que j'étais au baccalauréat en sciences de l'éducation à l'UQAM, et j'étais dans l'association étudiante, évidemment, j'étais impliqué. Et puis, comme sur une bouteille à la mer, comme ça, j'avais envoyé une invitation à ce qu'il vienne prendre la parole. Spontanément, il avait accepté. Il était venu nous faire une conférence remarquable devant les étudiants, les jeunes étudiants en sciences de l'éducation. Tellement généreux, parce qu'ensuite, j'avais offert d'aller le reconduire chez lui. Puis il avait dit « Entre donc ». Et là, j'ai eu un après-midi magique avec lui dans son salon à refaire le monde puis à parler du réseau scolaire alors que j'étais, comme on dit, un jeune flot de 21, 22 ans. Puis il était tout simplement généreux de ses réflexions. Donc, merci, M. Rocher, pour tout. Merci, M. Barry, qui a été bien présenté tout à l'heure. On a vu l'ensemble de sa contribution, de son œuvre. C'est remarquable. Mais évidemment, le droit à l'exemption de l'enseignement religieux, qui est fondamental parmi les choses que vous avez faites. Puis je vais y revenir tantôt tout à l'heure. Je vous dirai pourquoi ça me touche particulièrement. Madame Myriam Morissette, administratrice, membre évidemment du mouvement laïque québécois de la région de la Capitale-Nationale, qui est une des principales organisatrices du colloque, donc c'est extrêmement important, évidemment. Il y a tous les dignitaires, il y a tous les conférenciers et conférencières, mais il faut que les gens organisent tout ça. Merci, Madame Morissette. On a aussi des invités de marque, plusieurs invités de marque, mais certaines ont traversé carrément l'Atlantique pour venir nous voir. Madame Catherine Kinsler, que j'ai eu le plaisir de saluer tout à l'heure, qui va nous faire une conférence, professeure émérite en philosophie, membre du Conseil des sages de la laïcité des valeurs de la République de France. La France qui avait quand même fait des pas vers la laïcité avant nous. Madame Jemila Benhabib, grande figure de la laïcité au Québec et en Europe, qui va venir contribuer ici aux travaux, c'est remarquable. Madame Assaf Haïdar, qui va être honorée un petit peu plus tard, aujourd'hui, en tant que président de la Fondation Raif Badawi, évidemment, puis M. Badawi, lui aussi, qui sera honoré un peu plus tard. Moi, je me réjouis de voir la présence de toutes ces personnes-là, mais de chacune d'entre vous aujourd'hui. Nous sommes tous ici présents, pour reconnaître la nécessité de l'éducation à la laïcité pour la bonne marche de notre démocratie. C'est rien de moins que ça. C'est pour la bonne marche de notre démocratie. On a besoin d'une éducation à la laïcité qui soit forte pour l'avenir du monde, comme l'a dit M. Rocher. La laïcité de l'État québécois, telle qu'on la connaît aujourd'hui, reflète un cheminement très important. Puis simplement dans la présentation de M. Barry tout à l'heure, on voyait le cheminement qui nous a amenés ici, mais qui va nous permettre aussi d'aller plus loin, éventuellement. Donc, la laïcité ne peut pas jaillir comme ça, soudainement, dans une société où la religion est reine. Ça n'arrive pas spontanément comme ça. Il n'y a pas une génération spontanée de politique laïque.
La laïcité ne peut exister pleinement que lorsque les citoyens choisissent de s'engager, de la défendre, puis de la promouvoir pour la faire vivre dans toutes les institutions, puis pour qu'arrivent des pièces législatives importantes. Donc, c'est important de le dire, ça n'arrive pas comme ça dans un coup d'œil. Il faut se souvenir du chemin parcouru. Puis, vous le connaissez très, très bien, mais il faut remonter au 19e siècle. Là. Les patriotes de 1837-1838, on en parle beaucoup, mais on oublie des fois qu'il y avait cet idéal d'une république laïque. Imaginez à quel point c'était des visionnaires. C'est remarquable. Après ça, il y a évidemment la Révolution tranquille, le rapport Parent, M. Rocher. Évidemment, la déconfessionnalisation du réseau scolaire, Mme Marois, qu'on a honoré l'an passé. Après ça, les cours de religion qui ont évolué, j'en parlerai un peu plus tard. La commission Bouchard-Taylor. Finalement, un projet de loi du Parti québécois, un projet de loi de la Coalition Avenir Québec, du gouvernement actuel, qui finalement est arrivé à quelque chose qui demeure perfectible. Je ne suis pas ici venu défendre le statu quo pour l'avenir et l'éternité. On est arrivé ici dans un parcours, on continue de réfléchir avec vous et avec d'autres. Mais notre modèle quand même de laïcité actuel, il est légitime. Et ça, c'est important de le mentionner, parce que certains le critiquent. C'est beau de vouloir se projeter en avant, puis voir encore plus loin, mais il y a des gens qui veulent nous faire reculer. Il faut se le dire. Notre modèle de laïcité actuel, il est légitime. Il tient compte du contexte social, historique, politique de celles et ceux qui ont fait ces conférences, ces colloques avant celui de ce matin. Il s'exprime dans des termes qui correspondent à notre société, puis il prend vie aussi dans une loi, qui, je pense, maintenant, est une loi fondamentale. La laïcité, donc, c'est plus qu'une valeur, c'est plus qu'un slogan, c'est la somme de plusieurs principes selon lesquels et sur lesquels s'appuie l'État du Québec pour organiser, d'une certaine manière, puis laisser vivre une manière de vivre ensemble dans laquelle on se reconnaît. Donc oui, évidemment, ça s'incarne dans une loi, mais pas seulement. Puis en conséquence, avec cette loi-là, puis avec ce qu'on s'est donné ensemble, on peut dire que l'État du Québec est neutre maintenant, séparé des religions, non pas de la religion, mais des religions. L'État reconnaît que les citoyens sont égaux et libres de croire ou de ne pas croire. Il faut le rappeler aussi à des gens qui veulent faire des procès de la laïcité. Notre laïcité permet l'égalité et la liberté. Ce n'est pas une laïcité qui emprisonne les gens dans des croyances ou qui brime leur liberté de religion. Ce n'est pas ça. Comme ancien enseignant du primaire dans le réseau public pendant plus de 17 ans, puis comme ancien ministre de l'Éducation, évidemment, les enjeux relatifs à la laïcité et à l'éducation à la laïcité m'interpellent directement là, jusqu'au cœur, parce que je demeurerai toujours un enseignant. Puis d'ailleurs, je suis passé par toutes les étapes de ça. Je me souviens qu'au primaire, dans une école publique, on me préparait avec l'agent pastoral à la première communion, à la confirmation. J'ai vécu ça. Aujourd'hui, avec le recul, c'était comme un endoctrinement. Mais c'était normal. Probablement, c'est la même chose pour plusieurs personnes ici. Donc, j'ai vécu ça. Au début de ma carrière, les premières années, j'étais encore dans ce système-là. Et lorsqu'on m'a assigné ma classe, je n'avais pas le choix, puisque j'arrivais juste avant l'entrée des classes. On m'a dit, bien, tu vas enseigner l'enseignement religieux catholique. C'était quelque chose à me demander, ça. Et je n'avais pas le choix. Ça venait avec ma description de tâche, de faire une espèce de travail de conversion. Laissez-moi vous dire que ça n'allait pas de soi. Après quoi, j'ai pu demander une exemption. J'ai enseigné l'enseignement moral, où là, des élèves sortaient des classes. J'avais comme un ramassis d'élèves de 5-6 classes différentes, un peu ostracisés, de sortir de leur groupe pour venir dans ma classe où on avait beaucoup de plaisir, puis on apprenait toutes sortes de choses. Après coup, comme enseignant, est arrivé, j'ai reçu le cours d'éthique et culture religieuse, mais sachant d'où on partait, je l'ai pris comme une délivrance au départ, laissez-moi vous le dire. J'ai participé à la création de matériel pédagogique.
jusqu'à l'enseigner, puis avoir ses limites. Et lorsque François Legault m'a confié le ministère de l'Éducation en 2018, je lui ai dit que j'avais un petit projet, que là, on allait changer les choses par rapport au fameux cours éthique et culture religieuse. Et donc, on est arrivé avec le cours de culture et citoyenneté québécoise, qui n'est pas parfait, lui non plus, évidemment. Rien n'est parfait. Tout s'inscrit dans un parcours. Mais quand même, je pense que c'est un pas de géant. Cette année, beaucoup d'écoles le vivent, mais septembre prochain, septembre 2024, toutes les écoles du Québec vivront enfin le cours de culture et citoyenneté québécoise. Donc, il fallait sortir, d'une certaine manière, la religion et l'enseignement religieux des écoles pour que des enfants aux croyances diverses puissent apprendre ensemble, apprendre vraiment ensemble. C'est fondamental. Et contrairement à ce que disent ces opposants idéologiques, la déconfessionnalisation s'est déroulée dans le calme. Parce que, souvenez-vous, il y en a qui annonçaient là, des choses terribles. Ce n'est pas arrivé. C'est la preuve de la capacité de la nation québécoise à réfléchir, à agir, à se remettre en question avec rigueur et respect. On est capable de ça au Québec et ailleurs. Mais je nous appelle à la vigilance. Soyons vigilants parce que notre modèle de laïcité sera toujours une œuvre inachevée. Puis il ne doit pas être tenu pour acquis, ce modèle. Donc le modèle doit pouvoir évoluer avec le dialogue. Il faut continuer à réfléchir à ce qui pourrait être mieux fait ici comme ailleurs, et donc d'échanger avec les gens venus d'ailleurs qui, eux aussi, font évoluer leur modèle de laïcité, pour préserver la pertinence et la légitimité de notre modèle de la laïcité. Puis à cet égard, bien, la programmation du colloque d'aujourd'hui et de demain présente des perspectives qui sont très, très diverses, très, très intéressantes, des défis en matière de la laïcité dans le monde. Je trouve ça très intéressant, oui, de regarder ce qui se passe au Québec, mais de regarder ce qui se passe dans le monde, très pertinent. Des conférences sur les moyens d'outiller les institutions à appliquer les principes de la laïcité de l'État québécois, donc très, très, très concret. Des conférences sur l'importance d'une éducation à la laïcité pour exercer la liberté d'expression, la pensée critique. Juste ça, ce serait formidable. Il n'y a pas suffisamment de liberté d'expression et de pensée critique dans notre réseau scolaire aujourd'hui, dans les classes. Je le sais parce que, évidemment, j'ai beaucoup d'ex-collègues qui continuent d'enseigner, qui trouvent ça extrêmement difficile, particulièrement dans le Grand Montréal. Il y a en plus le Salon du livre qui va permettre de faire vivre le colloque ensuite, lors des belles journées d'été, quand vous allez vous installer, pour vous plonger dans la réflexion et lire encore un peu plus. L'éducation laïque soulève évidemment plusieurs défis parce que l'école doit être un milieu de vie qui est connecté sur la société dont elle fait partie. Or, dans la société et dans le monde, les religions et les croyances sont bien présentes. Alors, comment avoir une école connectée sur une société multiconfessionnelle tout en assurant une éducation qui est laïque et qui est respectueuse? C'est pas simple. Si ça avait été simple, on l'aurait fait bien avant. Pour que des jeunes aux croyances et aux origines diverses fassent nation ensemble, ils doivent d'abord apprendre ensemble. Ils doivent acquérir des connaissances, exprimer des valeurs, débattre. Oui, on ne doit pas faire vivre la laïcité dans un contexte de tabou, dans un contexte de culture d'annulation. Excusez-moi le terme en anglais, de cancel culture. Il faut être capable de débattre. Il faut accepter le choc des valeurs et le choc des idées pour que ça fonctionne, l'éducation à la laïcité. Donc, l'éducation serait vide de sens si elle n'était que théorique et détachée du réel. Donc, il faut permettre au réel d'entrer dans la classe pour prendre le recul ensuite. Je le répète, le modèle d'éducation à la laïcité vise l'atteinte d'un objectif aussi crucial que concret, c'est-à-dire de permettre à des citoyens qui ont des croyances puis des origines diverses de vivre ensemble. Mais ce n'est pas simple. Donc, un choix de société comme celui de vivre dans un État laïque ne peut que s'appuyer sur l'engagement citoyen à promouvoir et à défendre des principes, notamment la liberté de religion, la liberté de conscience et l'égalité homme-femme.
Je vous dirais qu'on peut débattre de bien des choses, mais je pense qu'à la fin, il ne faut pas revenir sur ces principes-là, quand même, qui sont fondateurs. Le défi est grand, alors poursuivons ensemble la discussion. Continuons de soutenir des organismes comme le mouvement laïque québécois. Continuons d'écouter des gens qui ne pensent pas comme nous, d'écouter des gens qui trouvent qu'on va trop loin, des gens qui trouvent qu'ils ne vont pas assez loin. Demeurons dans un état de recherche d'équilibre, et puis les générations suivantes nous en remercieront. Et moi, je vous remercie à l'avance ce matin pour votre courage et votre pertinence. Bonne journée, bon colloque.